Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h sur Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 1er février. La foule égyptienne envahit la rue à la faveur du soutien de l'armée qui juge légitimes les revendications populaires. La figure la plus en vue de l'opposition, interlocuteur désormais des États-Unis, Mohamed El Baradei, appelle au départ de Moubarak d'ici vendredi. Décryptage de l'épreuve de force égyptienne tout à l'heure dans ce journal avec Robert Solé, journaliste et écrivain. Nouvelle manifestation des tensions à l'UMP, un désaccord jusqu'à l'accrochage entre Jean-François Copé d'un côté et François Fillon et surtout Xavier Bertrand de l'autre sur une hausse de la TVA. Les sénateurs centristes voteront contre la déchéance de nationalité pour certains criminels fraîchement naturalisés. Le dernier projet de loi sur l'immigration arrive en débat au Sénat. Face à face tout à l'heure, le socialiste Bernard Frimat face à l'UMP Nicolas Forissier. Le pic de la mobilisation, donc, en 8 jours de protestation contre Hosni Moubarak, incarnation de tous leurs maux pour les Égyptiens. Les soldats ont accueilli les manifestants avec le sourire aujourd'hui au Caire. Image forte commentée par Aurélien Romano. C'est la journée test pour la révolution égyptienne. Les organisateurs voulaient 1 million de manifestants. La chaîne Al Jazeera, de son côté, décomptait même jusqu'à 2 millions de personnes à la mi-journée sur la place Tahrir. Le pouvoir a arrêté la circulation des trains. C'est donc à pied que les manifestants rejoignent le centre du Caire. Devant des militaires passifs n'assurant que la circulation, les cortèges se forment au cri de « Moubarak dégage ». Certains sont même très jeunes. Les femmes, elles, sont venues en masse. Voilées ou non, elles écrivent des slogans en anglais. La partie est finie, plus question d'avoir Moubarak, peut-on lire sur celle-là. Les hommes sont parfois plus directs. Ceux-ci pendent une marionnette à l'effigie de celui qu'ils nomment le tyran. À l'heure de la prière, les slogans s'arrêtent. Une grande partie de la foule communie. Dans les rues du Caire, les magasins sont fermés. La grève générale est visiblement très suivie. Arrêté ou exclu du pays, le sort de Hosni Moubarak n'est pas encore scellé par les manifestants. Ils ont en tout cas montré aujourd'hui leur détermination totale. Et le succès de cette marche du million passe par d'autres villes que le Caire, Alexandrie, Suez et Luxor notamment. À noter qu'aucun incident, ou très peu, sont signalés au cours de cette journée de protestation, alors que le mouvement de protestation a fait, selon une statistique publiée aujourd'hui, au moins 300 morts depuis 8 jours. Quelle porte de sortie pour Moubarak? Eh bien, nous posons donc la question tout à l'heure au journaliste et écrivain Robert Solé, dont l'Égypte est le pays d'origine. D'autres pays arabes sont touchés par cette vague de protestations. En Jordanie, le roi Abdallah a nommé aujourd'hui un nouveau Premier ministre, Marouf Baqit, pour mener des réformes en faveur de la démocratie, a-t-il dit. En Syrie, malgré la censure, un appel a été lancé sur Facebook contre la monocratie, la corruption et la tyrannie, avec également un appel à manifester. La rue reste bien sûr très mobilisée également en Algérie et en Tunisie. À noter que Michel Alliot-Marie est épinglé par le Canard enchaîné à paraître demain pour avoir bénéficié d'un vol à bord d'une compagnie privée tunisienne lors de son dernier séjour pendant les fêtes de fin d'année. La ministre des Affaires étrangères affirme avoir été invitée, certes dans l'avion privé d'un ami de longue date, mais qui n'appartient en rien, affirme-t-elle, au clan Ben Ali. Retour d'une idée controversée pour financer la dépendance des personnes âgées, puisées dans leur patrimoine à leur décès, si elles ont bénéficié des aides publiques comme l'APA. Le gage sur patrimoine est l'une des pistes avancées par la mission sénatoriale pour trouver les pistes de financement au problème de la dépendance. Alexandra Colino. La dépendance coûte cher, 5 milliards d'euros par an. Alors le gouvernement cherche des idées pour faire des économies sur l'allocation personnalisée d'autonomie créée en 2002. La première, la prise de gage. Au moment où une personne devient dépendante, soit elle veut garder son allocation dite APA, et dans ce cas, l'État se remboursera sur son héritage après son décès, à hauteur de 20 000 euros maximum, soit elle veut garder son héritage, mais alors elle ne percevra que la moitié de cette allocation.
Ce choix ne concernerait pas les personnes en maison de retraite, mais cette piste risque de faire grincer des dents. On ne prend personne en traître. Le choix est fait avant et si possible en famille. Le débat qui s'engage va permettre d'ajuster tout cela. On peut ajuster le curseur. Deuxième piste, pas moins sujette à la polémique, la création d'une deuxième journée de solidarité. Cela voudrait dire supprimer un deuxième jour férié. Enfin, troisième piste, le financement privé. Il s'agirait d'inciter les Français à prendre une assurance. Mais les sénateurs de gauche n'y croient pas. Nous ne sommes pas favorables non plus aux assurances privées. D'abord, les assurances privées, ça marche nulle part pour la dépendance. Selon la mission d'information, ces solutions permettraient de gagner 800 millions d'euros en 2012 et 1,1 milliard d'euros en 2014. Notez que le Sénat a voté il y a quelques instants à propos du défenseur des droits, cette nouvelle autorité qui va succéder à 5 autres jusque-là indépendantes. Et le Sénat rejette l'intégration du contrôleur des prisons dans le défenseur des droits. La Caisse nationale d'assurance maladie fait savoir qu'elle va porter plainte contre le laboratoire Servier. Cela pour escroquerie et tromperie aggravée dans l'affaire du Mediator. Les Français en grand désamour avec leur politique. Le baromètre du Cevipof montre dans sa deuxième vague que les élus locaux sont désormais victimes d'une perte de confiance. Cela concerne donc au premier rang les maires des villes. Sandra Cerquera. Marc Massion est maire d'une petite commune de Seine-Maritime. La perte de confiance dans les élus locaux ne l'étonne pas. En première ligne face à la crise, il se retrouve chaque jour devant des habitants qui lui demandent de résoudre leurs problèmes. Il y a de plus en plus de gens qui sollicitent une protection. Alors évidemment, comme il y a de plus en plus de situations difficiles, on peut moins répondre globalement qu'avant, quoi. Les Français ont toujours préféré les élus locaux, au président de la République ou au ministre. Jusque-là épargnés, ces politiques de proximité voient aussi leur cote chuter. Les Français ne sont plus que 52% à déclarer avoir confiance en eux contre 65% il y a un an. Je ne pense pas que ça devrait durer parce que les citoyens savent très bien que c'est auprès de leurs édiles municipaux qu'ils trouvent le plus d'écoute. Il y en a marre. Si les gens trouvent que la classe politique actuelle n'est pas à la hauteur, eh bien que les gens s'engagent en politique. Et au niveau local, c'est assez facile de s'engager. Pour ce chercheur, la réforme des collectivités, trop floue aux yeux des Français, pourrait avoir joué un rôle dans le discrédit. À 2 mois des cantonales, cette étude sonne comme un avertissement. Ces élections ne sont pas souvent très mobilisatrices. Et on peut penser que dans ce contexte, en effet, les dispositions à aller voter seront relativement faibles. Mais paradoxe, si les Français font de moins en moins confiance aux élus, 58% d'entre eux disent s'intéresser encore à la politique. Nouveau désaccord entre Jean-François Copé et François Fillon. Quand le premier prône une hausse de la TVA pour alléger, dit-il, les charges sociales des entreprises, eh bien le second fait savoir immédiatement qu'il l'exclut tout à fait. Jean-François Copé et Xavier Bertrand se sont accrochés sur cette question lors du petit déjeuner de la majorité à l'Élysée. Et là, le ton a été plus rude. Xavier Bertrand a dit ne pas comprendre la relance de ce débat sur la TVA sociale par Jean-François Copé à 1 mois et demi des cantonales. Tout de suite, la situation en Égypte, décryptée donc par Robert Solé, et nous appellerons notre correspondante qui se trouve sur place et qui a vécu les événements du Caire, Marion Guénard. Voilà donc pour ces images que l'on retrouve, peut-être d'abord avec joie, on peut dire, Robert Solé, ce qui s'est passé aujourd'hui au Caire, ne laisse pas de vous surprendre, j'imagine. Oui, c'est tout à fait inédit, ça s'est bien passé, un grand mouvement populaire, des hommes, des femmes voilées, non voilées, des jeunes, des vieux, aucun incident, c'est inédit et c'est assez remarquable. Alors Marion Guénard est donc en ligne avec nous, elle était au milieu de la foule, on l'appellera un petit peu plus tard et le temps que la liaison se rétablisse, c'est assez compliqué. Vous le savez, le pouvoir joue bien sûr contre les moyens de communication pour éviter la propagation des nouvelles, mais malgré tout, ce million de personnes a été rassemblé aujourd'hui. Robert Solé, est-ce que Hosni Moubarak n'a plus qu'une seule solution ce soir, la fuite ? Vous savez, ce qui est frappant, c'est que tout se concentre sur sa personne. On n'imaginait pas, on ne savait pas qu'il était haï à ce point. On savait que le pouvoir, dans son ensemble, n'était pas populaire et qu'il était rejeté.
Mais ce qui est frappant, c'est que tout se concentre sur lui. Il y a vraiment une obsession, il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte. Et ça, vous-même, vous le découvrez à l'occasion de ces manifestations depuis une semaine? Oui. Oui, je pense qu'il y a un petit côté quand même, on se monte un peu la tête aussi. Je veux dire, c'est le pouvoir dans son ensemble qui est rejeté. Alors ça se focalise sur sa personne et il va devoir partir, c'est évident. Il va devoir partir, on est très dur avec lui. Il y a des slogans très durs, presque injurieux, qui sont étonnants dans un pays où on célèbre en permanence le pharaon. Oui. On n'a jamais vu ça, jamais, avec aucun de ses prédécesseurs. Alors on l'a vu aujourd'hui encore, avec la retenue des militaires, l'armée joue un grand rôle. Est-ce que c'est elle qui a les clés de la situation ce soir? Oui, bien sûr, c'est elle qui a les clés, mais je dirais que les manifestants aussi ont les clés. Parce que c'est une situation très compliquée à gérer, des deux côtés. Des deux côtés, alors aujourd'hui c'était festif, c'était joyeux, c'était calme, c'était bien organisé, c'était parfait. Et remarquable pour l'Égypte, qui a une réputation de pagaille, ça s'est bien passé. Est-ce que vous êtes surpris vous-même? Oui, agréablement surpris. Par le peuple égyptien. Oui, c'est très bien ce qui s'est fait là. Il y a un grand mouvement d'unité nationale avec des musulmans, des chrétiens, des femmes, des hommes. Très bien. La question, c'est demain. Demain, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qui négocie avec qui? Qui négocie avec qui? Et des deux côtés, on ne sait pas qui négocie avec qui. Oui. Mais l'armée, elle, n'est pas haïe par le peuple. Mais pour le moment, c'est pas l'armée en tant que telle. Non, oui. L'armée, bon, c'est la police qui est haïe. On aime d'autant plus l'armée qu'on hait la police. Voilà. Mais bon, mais pour le moment, il y a un gouvernement. Il y a un gouvernement qui a à sa tête soit des militaires, soit d'anciens militaires. Avec ou sans Moubarak, la question sera la même. Est-ce qu'on négocie avec ce gouvernement? El Baradei, qui est un peu le porte-parole actuellement le porte-parole provisoire probablement de cette opposition, dit on ne discute pas avec ce gouvernement. Et il pose des conditions. Un, il faut que Moubarak parte. J'ai été frappé qu'il précise d'ailleurs, il faut qu'il quitte l'Égypte. Il aurait pu dire qu'il quitte le pouvoir, mais il faut qu'il quitte l'Égypte. Il faut qu'il parte avant vendredi, ou vendredi au plus tard. Oui. On commence à... Et on ne veut pas discuter avec ce gouvernement. Alors c'est très compliqué. Est-ce qu'on va changer? Est-ce qu'on va faire partir Moubarak? Probablement. D'ici à vendredi, je ne sais pas. L'armée, d'abord? Oui, l'armée, puis ceux qui sont... les alliés de l'Égypte, les États-Unis? Sous la pression des États-Unis, l'armée qui est très liée aux États-Unis, on va très probablement organiser une sortie honorable. Probablement. C'est ce que demande d'ailleurs Mohamed El Baradei, à qui les Américains ont parlé aujourd'hui. Hein. On précise que c'est l'ancien chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et qui présente des scénarios alternatifs. Hein. Oui, parce qu'il est le seul porte-parole de ce mouvement très hétérogène qui n'a pas de porte-parole. Il faut bien discuter avec quelqu'un. Alors on s'adresse à lui, et il joue ce rôle pour le moment de porte-parole. Se voit-il futur président? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Tout ça est très provisoire. Tout ça est très provisoire. Il va falloir maintenant d'abord faire partir Moubarak convenablement, ensuite négocier, ou parallèlement négocier, et ensuite, ce qui sera encore plus compliqué, inventer une démocratie dans ce pays. Et ça ne se fait pas en 5 minutes. Oui. On ne peut pas organiser demain des élections présidentielles libres en Égypte. Il faut une phase de transition. Oui. Alors vous avez dit effectivement que la foule était assez mélangée. Il y avait notamment des islamistes, les frères musulmans. Est-ce qu'ils représentent selon vous un danger dans la perspective de cette démocratie? En tout cas, ces frères musulmans sont actuellement la seule force organisée en Égypte face au pouvoir. Et ce ne sont pas les meilleurs alliés de la marche vers la démocratie que vous évoquez, Robert Solé? Pas forcément, mais il ne faut pas trop les diaboliser. Il y a parmi eux des tendances, il y a des extrémistes dangereux, il y a une masse, il y a des gens ouverts. C'est assez compliqué. C'est une nébuleuse assez compliquée qu'il va falloir étudier de près. Et à côté des frères musulmans, il y a alors toute cette myriade de petits partis et d'associations
qui est à l'origine, il ne faut pas oublier que ceux qui sont à l'origine n'appartiennent à aucun parti, appartiennent à de petits mouvements, de blogueurs ou autres, qui ont déclenché ce mouvement. Et il va falloir constituer une troisième force entre le pouvoir et les islamistes. Est-ce que vous pensez que la présidence égyptienne peut échapper à un militaire? Parce que jusqu'à présent, ce ne sont que des militaires qui se sont succédés depuis la fin de la monarchie, depuis Nasser. Bien sûr, Nasser était militaire, Sadat était plus ou moins militaire, en tout cas il avait un bel uniforme à la fin de sa vie. Non, mais je plaisante, mais il était militaire aussi, et Moubarak, évidemment, est l'ancien commandant en chef de l'armée de l'air. Le vice-président qui vient de nommer est un militaire, le Premier ministre qui l'a nommé est un militaire. Donc on est vraiment avec un pouvoir issu de l'armée, incarné en quelque sorte par l'armée, cette armée qui pour le moment est acclamée, populaire, on verra. La véritable alternance serait qu'un civil accède au pouvoir? Ce serait d'abord de changer ce gouvernement qui ne satisfait absolument pas les opposants. Moubarak a agi trop tard et mal. Finalement, il aurait dû devancer ce mouvement dès l'apparition des premiers troubles en Tunisie, mais c'était peut-être déjà trop tard. C'était peut-être déjà trop tard. Merci Robert Solé. Alors je rappelle que l'Égypte vous inspire également dans votre œuvre romanesque avec ce dernier roman, Une soirée au Caire, que vous avez fait paraître récemment aux éditions du Seuil, qui permet aussi de mieux comprendre la société égyptienne, mais qui nous surprend quand même, hein, qui vous surprend vous-même. Qui a surpris tout le monde, qui a surpris les services secrets israéliens, et c'est tout dire. Alors, Marion Guénard, me dit-on, est en ligne cette fois. Marion, vous êtes là, je pense. Quelle image est-ce que vous retenez de cette journée, puisque vous étiez au milieu des manifestants, je le disais, on a vu les images. Et quel peut être, selon vous, son impact politique? Marion Guénard, est-elle là? Est-ce qu'elle m'entend au Caire? Allez-y. Est-ce que vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? Quel impact politique, selon vous, que cette journée à laquelle vous avez assisté au premier plan au Caire? Eh bien, écoutez, du côté de l'opposition, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est vraiment dans un schéma national. C'est-à-dire que toute l'opposition est rassemblée, que ça part des mouvements d'activistes qui sont à l'origine du mouvement du 25 janvier, c'est-à-dire les mouvements de Khaled Saïd ou les jeunes du 6 avril. Donc voilà, on parle de ces mouvements-là qui ont mobilisé la foule par Internet. Il y a aussi les oppositions traditionnelles. Je crois Marion que la ligne malheureusement n'est pas très bonne. On se contente pour conclure cette séquence égyptienne des images donc que l'on a déjà vues un peu plus tôt dans cette édition. Merci encore Robert Solé. Allez, tout autre sujet. Le Sénat se penchera à partir de demain sur la dernière loi sur l'immigration qui a déjà été votée en première lecture par l'Assemblée nationale. Allongement de la durée de rétention, lutte contre le travail illégal, déchéance de nationalité pour les meurtriers de représentants de l'ordre public. Les nouvelles mesures restrictives dans le droit fil du discours de Grenoble ne font pas l'unanimité, y compris à droite. Nous allons en parler dans un instant avec nos deux invités. Parmi les mesures, le droit aux soins pour les immigrés clandestins qui fait débat. Jérôme Rabier a rencontré une femme directement concernée. Nima est sénégalaise. À 44 ans, cette mère de 3 enfants est actuellement sans papier. En 2003, après son arrivée en France, un diabète lourd lui est diagnostiqué. J'ai été hospitalisée à cause de la tuberculose. Lors de cette hospitalisation, on a découvert que je suis diabétique. On a commencé le traitement de la diabète avec des médicaments compliqués. Au niveau de l'hôpital, ils m'ont donné l'assurance maladie pour continuer à suivre le traitement. Nima arrive alors à obtenir des papiers pour être en règle et trouve un travail dans une blanchisserie. Donc ça, c'est ma carte de titre de séjour. La dernière carte de séjour de 2006 que j'ai. Et celui-là, c'est la carte récépissée de demande qui m'ont refusé pour le renouvellement. Pour raison familiale, Nima repart au Sénégal en 2006. Mais à son retour en France, on lui refuse une nouvelle carte de séjour. Raison invoquée par la préfecture, son traitement est accessible dans son pays. Nima conteste cette version. Il y a les médicaments sur place, oui. C'est disponible, oui. Oui, c'est disponible, mais moi, je ne peux pas l'avoir. On ne peut pas avoir la sécurité sociale là-bas. Oui. Tu payes tout ça cash. Et je n'ai pas le moyen. Je ne peux pas accéder.
Depuis 3 ans et appuyé dans ses démarches par l'Association française des diabétiques, Nima multiplie les recours avec un objectif clair. Essaye de me soigner ici. Si me renouvelle la carte, je vais travailler comme tout le monde et je me soigne, je m'occupe de mes enfants comme tout le monde. Près de 6000 personnes obtiennent chaque année un titre de séjour pour raison médicale. Nima espère désormais pouvoir en faire partie. Avec nous donc Bernard Frimat, sénateur socialiste du Nord, bonsoir, et Nicolas Forissier, député UMP de l'Indre. Alors bien sûr, il y a des destins individuels qui sont douloureux. Est-ce que ce texte dont va débattre le Sénat à partir de demain conduit à une stigmatisation des immigrés? Porte-t-il atteinte aux libertés, comme le dit le Parti socialiste? Monsieur Forissier, votre avis et votre réponse? Je ne crois vraiment pas qu'il porte atteinte aux libertés. Il est d'abord nécessaire, ce texte, puisqu'il consiste à introduire dans notre droit 3 directives européennes qui sont issues du pacte signé par l'ensemble des 27 pays de l'Union européenne sur l'immigration et l'asile à l'échelle européenne. Et si on veut construire une politique européenne de l'immigration, ce que je crois d'ailleurs tout le monde réclame, y compris le Parti socialiste, alors il faut évidemment intégrer ces directives européennes dans notre droit. Le gouvernement a proposé un texte qui est, je crois, très raisonnable. L'objectif, c'est pas de stigmatiser les immigrés, c'est d'avoir une démarche à la fois ferme et juste. Il y a un débat, c'est normal, c'est le débat parlementaire. Je note que la commission des lois du Sénat a, dans l'ensemble, approuvé les grandes lignes du texte, a précisé un certain nombre de choses. Il y a quand même pas mal de oui, points. Bien sûr, il y a des points d'achoppement. Il y aura une deuxième lecture à l'Assemblée et au Sénat, sans doute une commission mixte paritaire. D'accord. C'est ça le travail parlementaire. Alors, Bernard Frimat, les raisons de vos critiques d'ensemble sur un texte qui stigmatise donc les immigrés, selon vous? Notre sentiment, c'est que ce texte a une apparence. C'est ce que vient de dire M. Forissier, c'est-à-dire l'application d'une directive. Et il a une réalité. Sa réalité, c'est d'être la 6e loi sur l'immigration et d'être l'application... En 8 ans. Oui, 6 en 8 ans. Et c'est d'être l'application du discours de Grenoble. L'Europe, en l'occurrence, sert de prétexte à faire passer un certain nombre de choses que l'Europe ne réclame pas. Alors, à notre satisfaction, la commission des lois, avec laquelle nous sommes en désaccord sur un certain nombre de points, a, sur le point qu'évoquait votre reportage, supprimé cette disposition majoritairement, de la même façon qu'elle a mis en cause aussi un point qui était important, qui était l'inversion du juge des libertés et du juge administratif. C'est compliqué, mais si je simplifie en caricaturant un peu, ben ça aide au débat en général. Toute la question porte sur l'intervention du juge dans le cas d'arrestation de clandestins. Voilà. Aujourd'hui, dans les 48 heures, le juge des libertés et de la détention peut être saisi et peut donc libérer la personne. Là, ce qui est proposé, c'est que pendant 5 jours, ce soit le juge administratif et que le juge des libertés intervienne après, c'est-à-dire en réalité quand l'intéressé sera expulsé. Peut-être que vous avez été choqué par des libérations rapides de sans-papiers qui avaient été interpellés. On a eu le cas à plusieurs reprises. Non, je crois que le projet de loi... Enfin, je rappelle que ce projet de loi, d'abord, il répond aux engagements du président de la République devant la nation. Il est, encore une fois, très honnêtement, je ne pense pas que je sois quelqu'un d'extrémiste, donc il est, je crois, à la fois ferme et juste. Il a été mis en œuvre dans le cadre d'une politique conduite par Brice Hortefeux, puis à nouveau Brice Hortefeux après Éric Besson, et il va être débattu. Je souhaite qu'on arrive à une solution très pragmatique. Et si on prend cet exemple, Monsieur Frimat, que vous évoquez, de l'intervention du juge administratif et du juge de la liberté, des libertés et de la détention plus précisément, l'objectif du texte, c'est quoi? C'est simplement de rendre les choses bien articulées. On peut avoir un cas, aujourd'hui, le juge des libertés, il juge dans les 48 heures. Il peut